le sujet du topo, c'est la question de l'antisémitisme et de l'antisionisme aussi, en fait, et comment on a envie d'en discuter de l'histoire de l'antisémitisme aussi au regard de la construction du sionisme et de l'État d'Israël. Et donc, pour ce faire, on va donc commencer avec Aslan qui va introduire sur toute une partie historique et après on aura quelques éléments et discussions sur l'actualité et puis après une discussion qu'on espère la plus riche possible pour pouvoir discuter de comment combattre l'antisémitisme et comment celui-ci s'est développé au XXe siècle notamment. Donc Aslan, vas-y. Ok. Dites-moi si je parle pas assez fort, si c'est trop vite. Depuis un an et le début de la mobilisation de soutien au peuple palestinien, tous ceux ou presque qui s'expriment contre les crimes commis par le gouvernement israélien se font taxer d'antisémites. C'est sous ce prétexte-là que les manifestations ont été et sont toujours parfois interdites, mais également sous prétexte d'apologie du terrorisme qu'il y a eu des centaines de convocations au commissariat contre des militants et des militantes. C'est aussi sous ces prétextes-là qu'à peine nommé, le nouveau ministre de l'Éducation supérieure et de la Recherche, qu'on ne présente plus, Patrick Hetzel, a sorti sa circulaire il y a 2 semaines, disant que pour respecter la laïcité, il fallait absolument réprimer toute mobilisation en lien avec la situation en Palestine dans les facs. Mais ça, en réalité, assimiler l'antisionisme, c'est-à-dire de lutter contre un nationalisme qui visait au départ à la création d'un État juif, puis sa consolidation en Palestine au prix de l'oppression du peuple palestinien, à l'antisémitisme, c'est pas une nouveauté. En effet, déjà en 2019, l'Assemblée nationale, elle adopte une loi proposée par La République En Marche qui disait « Toute attaque contre Israël équivaut à de l'antisémitisme ». Et Macron déclarait en 2017 « Nous ne céderons rien à l'antisionisme car il est la forme réinventée de l'antisémitisme ». En réalité, depuis plusieurs décennies, le gouvernement israélien et ses alliés jouent de cette confusion et de cet amalgame pour légitimer la répression contre la solidarité avec le peuple palestinien. Un amalgame encore plus dégueulasse et débile quand on voit que des juifs aussi se mobilisent contre le massacre perpétré par l'État d'Israël. Cette semaine, aux États-Unis, il y a 500 juifs de l'organisation Jewish Voice for Peace qui se sont réunis devant Wall Street pour exiger la fin du financement du génocide par le gouvernement américain. La police a arrêté 200 personnes, y compris des descendants de l'Holocauste. Il n'y a donc pas de politique homogène des juifs par défaut qui en ferait automatiquement des défenseurs de l'État d'Israël. Les vrais antisémites, c'est plutôt ceux qui les assimilent tous automatiquement à la politique de l'État criminel israélien. Alors oui, l'antisémitisme, il est loin d'avoir disparu, ou même de n'être que résiduel, comme on a pu l'entendre récemment. La montée des actes antisémites, augmentation de 192% en un an selon des chiffres, doit être combattue comme ce qu'elle est, c'est-à-dire du poison raciste. Il semble que nous assistons aujourd'hui à une forme de cercle vicieux. La politique de l'État d'Israël nourrit l'antisémitisme, mais plus l'antisémitisme monte, plus la perspective sioniste s'érige comme la seule solution pour ne plus le vivre. C'est tout cet engrenage que là, on va essayer un peu de discuter dans cette introduction en revenant sur l'histoire du sionisme et donc aussi de l'antisionisme afin de montrer que le sionisme, c'est une impasse en réponse à l'antisémitisme, mais qu'il y a une riche histoire de l'antisionisme, y compris et surtout dans le mouvement ouvrier juif du début du XXe siècle, et en la fin, la manière dont le sionisme de l'État d'Israël continue aujourd'hui encore à dicter sa politique et en quoi, mais aussi comment on peut le combattre. Donc je vais revenir sur la naissance et le développement du projet sioniste. Au début du XXe siècle, le centre de gravité des populations juives d'Europe, il était situé dans la partie occidentale de l'Empire russe. C'est là que les 2/3 de la population juive du monde étaient concentrés dans les ghettos et villages du Shtetl, quartier juif de Lituanie, Pologne, Ukraine ou Russie. À la fin du 19e siècle, 6 millions de juifs vivaient sous la tutelle du tsar dans cette zone de résidence obligatoire. Leur situation économique, elle était catastrophique. Ils n'avaient pas le droit de posséder des terres et n'étaient pas embauchés comme ouvriers dans la grande industrie naissante. Dans un monde massivement paysan, ils représentaient une fraction considérable de la population citadine, par exemple 20% de celle de Varsovie qui comptait 200 000 juifs. Ils étaient soumis à un antisémitisme légal, pas le droit d'être fonctionnaire, ils avaient un nombre réduit pour les universités et dans les professions libérales, ils avaient des corvées et des impôts particuliers. Et ils subissaient des explosions chroniques d'antisémitisme, les pogroms, largement attisés par le pouvoir tsariste. Lénine disait à propos de ces pogroms que la police tsariste
en alliance avec les propriétaires terriens et les capitalistes, organisa des pogroms contre les juifs. Les propriétaires terriens et les capitalistes essayèrent de détourner la haine des ouvriers et des paysans torturés par la misère contre les juifs. Dans d'autres pays aussi, on a vu souvent les capitalistes fomenter la haine contre les juifs pour aveugler les ouvriers, pour détourner leur attention du véritable ennemi des travailleurs, le capital. En Palestine, 80 000 juifs y avaient élu résidence avant la Première Guerre mondiale. Cette présence était ancienne. Depuis longtemps, des juifs religieux émigraient en Palestine pour y faire leur alia, leur installation en Terre Sainte, sans revendication politique particulière. Le Yishuv, terme hébreu désignant traditionnellement la communauté juive installée en Palestine, était essentiellement religieux et la vie de ses membres dépendait en grande partie de l'aumône des juifs d'Europe, principalement de Pologne. À partir des années 1880, l'émigration en provenance de Russie prit une ampleur bien plus importante. Cette première vague migratoire, appelée la première Alia, commença après l'assassinat du tsar Alexandre II en 1881, qui donna lieu à des pogroms tolérés, sinon organisés par les autorités tsaristes. Mais en réalité, fuyant plus la misère que l'antisémitisme, ils ont surtout tenté leur chance aux États-Unis. Seule une minorité s'est dirigée vers la Palestine à ce moment-là. Il n'y a d'ailleurs pas que les juifs qui veulent fuir la misère et le régime autoritaire du tsarisme. En fait, vers la fin du 19e, le capitalisme y décline et il n'est pas en mesure d'absorber durablement les masses juives déclassées. L'antisémitisme, comme toutes les autres formes de racisme, il vient d'une idéologie de la bourgeoisie. La structure artisanale et petite bourgeoise d'une partie de la population juive est le fondement de l'antisémitisme des classes moyennes. Pour le reste de la population, au contraire, ça s'explique plutôt par le souvenir un peu faux du juif usurier, ainsi que par le lien historique entre le judaïsme et le capitalisme marchand, de par le fait que les juifs, en fait, ils étaient empêchés d'exercer autre part. Le socialiste Bebel y résumait cette confusion en disant que l'antisémitisme, c'est le socialisme des imbéciles. C'est dans ce contexte que l'idée du sionisme est née à la fin du 19e siècle, de manière ultra minoritaire au départ. Son fondateur, Theodor Herzl, est un bourgeois juif autrichien qui publie en 1896 son livre L'État juif, dans lequel il écrit « Nous avons partout loyalement essayé d'entrer dans les collectivités nationales qui nous environnent, en ne conservant que la foi de nos pères. On ne l'admet pas. En vain, sommes-nous de sincères patriotes. Dans ces patries où nous habitons depuis des siècles, nous sommes décriés comme étrangers. La majorité peut décider qui est l'étranger dans le pays. C'est là une question de puissance, comme tout d'ailleurs dans les relations des peuples. C'est donc en vain que nous sommes partout de braves gens. Ah, si on nous laissait tranquilles, mais je crois qu'on ne nous laissera pas tranquilles. » Et pour soi-disant qu'on laisse les juifs tranquilles, en développant son projet politique qui impliquait donc de renoncer à l'assimilation, mais aussi de renoncer en fait à la fin de l'antisémitisme, il fallait construire un État juif. Pour cela, il fallait un territoire. Après quelques réflexions, tout un développement, une réécriture mythologique de l'histoire du judaïsme, il choisit finalement la Palestine. Une terre sans peuple pour un peuple sans terre, disait-il. Slogan resté célèbre. Sans peuple, vraiment ? En réalité, les fondateurs du sionisme, ils ignoraient pas l'existence du peuple palestinien, mais en fait celui-ci c'était qu'un obstacle à supprimer. Avant 1914, la Palestine ne constituait pas une entité politique ni même administrative distincte. Depuis la fin du XVe siècle, elle faisait partie de l'Empire ottoman qui, au sommet de sa puissance, s'étendait de la péninsule arabique aux Balkans et englobait l'essentiel du Moyen-Orient et du Maghreb. Au début du XIXe siècle, donc, l'Empire ottoman il était entré dans une phase de déclin, tant sur le plan économique que politique. L'Europe occidentale, grâce à l'essor du capitalisme, connaissait au contraire un puissant développement économique qui permit au Royaume-Uni et à la France d'imposer progressivement leur domination. Le vieil Empire ottoman y devint l'enjeu des rivalités des puissances européennes. Sur le plan économique, l'Empire ottoman était un débouché pour les marchandises et les capitaux des grandes puissances européennes. L'Angleterre en devint le premier partenaire commercial et la France le premier investisseur. Quant à la Palestine, région quelque peu à l'écart, son contrôle devint un enjeu stratégique, surtout aux yeux du Royaume-Uni, après la mise en service du canal de Suez. En 1917, pendant la Première Guerre mondiale, l'armée britannique elle rentre en Palestine. Tout l'enjeu de la Première Guerre mondiale pour les impérialistes, c'était de redessiner et de se repartager les colonies. Alors, lorsqu'il fut question de comment se partager le cadavre de l'Empire ottoman, la Palestine devait être placée sous contrôle international, demeurant champ ouvert à l'influence française comme anglaise. Sauf que pendant la guerre, les émissaires britanniques ont promis au shérif de la Mecque, auquel ils ont réussi à s'allier, le trône d'une grande partie des restes de l'Empire ottoman, dont la Palestine.
Mais en même temps, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Lord Balfour, il s'adresse à Lord Rothschild, représentant de l'Organisation sioniste mondiale, dans la fameuse déclaration Balfour, en disant que le gouvernement britannique envisage favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national juif. Bon, en fait, on le voit, en réalité, l'Angleterre, elle promettait la Palestine à tout le monde, avec comme but de ne la donner à personne, afin de rester l'arbitre. Politique que les impérialistes français comme britanniques, bon, ils adorent la mener aux quatre coins du globe. Donc, au sortir de la Première Guerre mondiale, la Palestine elle est sous mandat britannique. En 1922, la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, donnait à la Grande-Bretagne cette mission de la déclaration de Balfour, c'est-à-dire assurer l'établissement de ce foyer national juif. La Société des Nations préconisait même que l'immigration juive, préconisait même la favorisation de l'immigration juive et de l'achat de terres. Mais pourtant, malgré la politique de développement de colonies juives en Palestine, l'immense majorité de la population juive souhaite à ce moment-là rester dans les pays où elle vit sans y subir de l'antisémitisme. Une partie de cette population d'origine juive viendra également garnir les rangs des révolutionnaires, dont les bolcheviks en premier lieu. C'est à ce titre d'ailleurs qu'une critique antisémite sera portée sur ces derniers et sur la révolution russe en général. Contrairement à un mythe souvent entretenu, une bonne partie de la population juive appartient à la classe ouvrière et se développe notamment en son sein un mouvement ouvrier juif. En 1897, un an avant la création du POSDR, donc le Parti ouvrier social-démocrate russe, l'ancêtre du parti bolchevique, naît ainsi le Bund, l'Union générale des ouvriers juifs de Lituanie, Pologne et Russie. Ce parti rassemble des divers noyaux d'ouvriers juifs qui avaient commencé à se former dans l'Empire tsariste à partir du début de la décennie. Il est laïque et antisioniste, voyant l'émigration en Palestine comme une fuite en avant. Sur la question des pogroms, c'est ce Bund qui organise pour beaucoup l'autodéfense des juifs face à ceux-ci, tout en rassemblant les ouvriers juifs sur une base de classe. L'échec de la révolution de 1905 en Russie et les persécutions antisémites de la police affaiblissent cette organisation. De 40 000 en 1903, ils ne sont plus que quelques centaines en 1908. Diverses polémiques éclatent aussi entre le Bund et les bolcheviks, même si ces deux organisations se retrouvent sur la dénonciation de l'antisémitisme et la défense des juifs face aux pogroms, y compris en alliance avec la fraction de la bourgeoisie juive qui est également touchée. Un des désaccords fondamentaux est que un des désaccords fondamentaux entre les bolcheviks et le Bund, c'est que le Bund revendique une indépendance organisationnelle totale, séparée du reste du Parti ouvrier social-démocrate russe, et défend le fait de s'organiser de manière fédéraliste. Lénine dénoncera à ce titre une forme de séparatisme du Bund et critique sur les perspectives politiques le fait qu'en invitant le mot d'ordre de culture nationale, les bundistes se feraient les réalisateurs de nationalisme bourgeois dans le milieu ouvrier. De même, lorsqu'une polémique éclate avec le Bund en 1903 à propos de l'antisémitisme dans la classe ouvrière, Lénine tentera de les persuader que l'antisémitisme est fondamentalement lié aux intérêts des couches bourgeoises et que le caractère social de l'antisémitisme aujourd'hui n'est pas modifié par le fait que des douzaines et même des centaines d'ouvriers inorganisés, dont les 9 dixièmes sont profondément ignorants, ont pris part à un pogrom. Comme on l'a dit au début, en 1917, une très grande proportion de la population juive de l'URSS vit dans les shtels de résidence institués par le tsar. C'est ainsi qu'en 1926 encore, plus de 2 millions de juifs recensés habitent en Ukraine et en Russie blanche et ils parlent majoritairement yiddish. Mais dès le début de la révolution russe, il y a une importante migration de la population juive vers les grands centres urbains et ils tentent à s'assimiler avec la population générale, délaissant le yiddish par exemple. Dès le début, le gouvernement des soviets combat les manifestations d'antisémitisme et les juifs, surtout intellectuels, affluent vers le parti et les fonctions d'encadrement qui leur étaient refusées avant la révolution. Dans une tentative de normalisation de la vie économique juive, c'est-à-dire de faire en sorte que les juifs puissent occuper des postes et faire des activités productives qui leur étaient auparavant interdites, comme dans l'industrie ou dans l'agriculture. Mais ce n'est pas pour autant que les dirigeants bolcheviks mettent de côté les spécificités de la minorité nationale juive, bien au contraire. Ils créent un commissariat spécial aux affaires juives et une section juive du PCM sous la direction d'un vieux bolchevique. Mais afin de faire fonctionner cette politique, il a fallu recruter parmi les milieux du Bund, mais aussi dans les milieux sionistes de gauche, parfois toujours imprégnés de certains préjugés ou certaines déformations.
Mais la dissolution des communautés religieuses et l'interdiction de la culture hébraïque n'ont pas empêché un développement et un épanouissement sans précédent de la vie culturelle juive, avec le yiddish en particulier. De plus, en parallèle, au sein du mouvement sioniste se développait un pan socialisant, donc que j'ai appelé sioniste de gauche un peu plus haut, communément appelé les sionistes de gauche, dont la perspective est de combiner un nationalisme sioniste à une forme de socialisme utopique, créer des communautés qui seraient régies par une forme de collectivisme au niveau économique et de l'organisation de la vie. Pas d'argent individuel, éducation en commun des enfants, etc. etc. Il voulait mener une politique et sioniste et socialiste, mais cette politique, en fait, elle pouvait mener qu'à l'impasse. Les kibbutz, du coup, c'est forme de villages collectivistes. Ils sont développés par ces sionistes socialisants, mais en fait, ils menacent en réalité pas du tout l'économie capitaliste. Mais même repas en rouge, en réalité, ça reste de la colonisation au détriment de la population arabe, chassée de ses terres, souvent avec violence. Dans le roman d'Arthur Koestler qui s'appelle La Tour d'Ezra, en fait, il dépeint l'établissement d'un kibbutz, le fait pour les protagonistes de se sentir constamment acculés, attaqués, creusant déjà le fossé de sang entre les Arabes et les Juifs, tellement que les personnages qui évoluent dans le roman sont obligés de monter des fortifications. Le choix politique entre le sionisme et le socialisme, il apparaît clairement comme contradictoire, mettant comme priorité leurs terres symboliques et leurs idéaux socialisants. Le lien avec les idéaux socialisants et le lien avec les Arabes, ils passent complètement en second plan. Le choix entre le sionisme et le socialisme, ils ont choisi plutôt le sionisme, quoi. Ce courant, il a eu une grande influence, notamment dans les choix vis-à-vis de la colonisation en Palestine. Il pense que la politique de normalisation de l'économie juive, détaillée avant, en fait, elle peut être menée que par le sionisme en colonisant un pays sous-développé. En gros, l'idée, c'est de dire que former un prolétariat juif dans ce pays sous-développé qu'est la Palestine, à ce moment-là, les ouvriers juifs, ils pourront lutter contre leur propre bourgeoisie. Mais les sionistes de gauche, ils n'ont jamais été capables d'expliquer pourquoi précisément la Palestine, et ils avaient beau critiquer les sionistes bourgeois, les arguments de nécessité historique pour les sionistes dits ouvriers, en fait, ils différaient peu des arguments des sionistes bourgeois. L'idéologie sioniste, par essence, elle implique de coloniser la Palestine. Le projet de fonder un État des Juifs dans une Palestine déjà habitée, avec la bénédiction d'une puissance impérialiste, prévoyait déjà la spoliation, voire le déplacement de la population présente de base. Cette logique le destine à n'être qu'un colonialisme classique qui engendrera la tragédie du peuple palestinien. En abandonnant la compréhension du problème des masses juives qui se situe dans le contexte en fait de capitalisme qui décline, les sionistes socialistes, ils prennent une situation précise d'une phase donnée du capitalisme et en tirent le bilan qu'il est impossible de lutter contre l'antisémitisme. En fait, ça, c'est un renoncement qui a des conséquences dramatiques. Désolé. Dès son pamphlet de 1896, Herzl il expliquait que le projet sioniste il partageait avec les antisémites le désir de vider l'Europe de ses juifs afin de les envoyer dans un territoire colonial en dehors de l'Europe et que par conséquent, ils seraient alliés dans cette entreprise. Un écrit qui a pris des accents, encore une fois dramatiques, de réalité avec l'arrivée du nazisme en Allemagne et la Seconde Guerre mondiale. L'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler entraîne en effet, par l'antisémitisme viscéral érigé en politique d'État, une émigration massive des juifs allemands. Venus d'Allemagne, de Pologne et d'Europe centrale, plus de 150 000 juifs s'installent en Palestine de 1933 à 1935. En 1935, la communauté juive de Palestine est de 30% de la population totale. Et en réponse à la grande révolte arabe de 1936-1939, le gouvernement britannique se voit pour sa part obligé de rédiger le livre blanc de 1939 qui fera office de politique directrice pour la Palestine jusqu'au départ des Britanniques. Le document fait suite à la déclaration de Balfour, donc appelle à la création d'un foyer national juif dans un État palestinien, ce qui est contradictoire avec l'idée de partition et de deux États distincts. Ce document, il limite aussi l'immigration juive à 75 000 pendant 5 ans et stipule que ce sera aux Arabes de déterminer la poursuite de l'immigration. La raison invoquée, c'est l'augmentation du nombre d'immigrants juifs illégaux fuyant l'antisémitisme.
En réalité, le gouvernement du Royaume-Uni, il a juste trop peur de perdre la mainmise sur la région s'il vexe trop les dirigeants arabes. À ce moment-là, les sionistes, ils ne veulent plus seulement le foyer national de la déclaration de Balfour, mais bien un État pour les Juifs en terre de Palestine. Après la publication du livre blanc, donc, ils sont un peu brouillés avec le Royaume-Uni et se tournent vers les États-Unis en 1942. En 1933, année de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, les sionistes ils concluent une alliance avec l'Allemagne nazie, des accords relatifs au transfert de capitaux juifs allemands en Palestine. Conséquence dramatique mais logique de la politique sioniste. Ben Gurion, l'un des dirigeants sionistes les plus importants, dit même en 1938 qu'il craignait que les juifs persécutés réussissent à se réfugier dans les pays occidentaux, car ça effacerait le sionisme de l'agenda. Après ces transactions de capitaux, une nouvelle vague d'immigration de capitalistes juifs de la classe moyenne se regroupe entre eux dans certains quartiers. Ils se mettent à fonder des banques, ce qui porte un coup violent à l'économie arabe. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, mais surtout à la découverte de la conscience mondiale de l'ampleur du génocide perpétré par les nazis, 6 millions de juifs massacrés, mais aussi de torturés, des traumatisés, des orphelins, des vies brisées. Les survivants des camps d'extermination habitent dans des camps de réfugiés, mais leur nombre s'accroît sans cesse, notamment par l'arrivée de juifs polonais qui fuient destruction de villages et pogroms. C'est près de 450 000 réfugiés juifs qu'il y a en 1947. Les puissances impérialistes, elles sont restées passives et sourdes devant l'Holocauste, et malgré leurs larmes de crocodile, elles persistent et signent sur le refus d'accepter les rescapés des camps de la mort. En 1947 et 1948, 25 000 juifs seulement sont autorisés à s'installer aux États-Unis. Et ni les pays occidentaux, ni en réalité les sionistes ont de toute façon prévu de laisser les juifs rescapés partir autre part qu'en Palestine. Le sionisme, il s'est toujours nourri de l'antisémitisme, mais là, ce fut la bascule pour qu'il devienne une tendance politique majeure, voire majoritaire malheureusement parmi les juifs qui n'étaient pas particulièrement intéressés par le fait de migrer en Palestine de base. En même temps, les différentes puissances mondiales, elles ont commencé à assimiler le sionisme comme le courant politique de tout le peuple juif. Mais c'est bien l'indifférence des gouvernements occidentaux au sort des rescapés du nazisme qui explique une adhésion de plus en plus grande au sionisme. Depuis le livre blanc, l'Empire britannique qui décline, il mène une politique cyclique qui consiste à encourager les sionistes, puis à avoir une opposition de la part des Arabes, donc à restreindre la colonisation juive, puis en fonction des besoins du moment, à encourager les sionistes. C'est reparti, mais en fait, même si le lien entre les Britanniques et les sionistes s'est pas mal fissuré au cours du temps. De plus en plus de juifs immigrent clandestinement en Palestine, ce qui polarise les sionistes, contre le gouvernement, en même temps et contre le gouvernement britannique et contre les dirigeants arabes. La situation elle est très tendue. Mais rappelle donc qu'on est au sortir de la Seconde Guerre mondiale et l'opinion publique de manière générale, elle est du côté des migrants juifs clandestins, notamment la population aux États-Unis. Donc dans ce contexte-là, les États-Unis deviennent les alliés principaux tout en devenant en fait un peu le successeur de l'Empire britannique. Et plus il y a d'immigration, plus les revendications d'un État juif prennent de l'ampleur. En 1945, il y a la conférence sioniste mondiale où est voté le fait de faire de la Palestine un État juif. Et de transférer en Palestine autant de juifs qui seraient estimés nécessaires. Dans ce contexte, en 1947, l'ONU crée un comité spécial pour gérer la situation en Palestine. C'est ce comité spécial qui adopte un projet de partition du pays en 2 États, l'un juif, l'autre arabe. L'opinion arabe, bon, bien sûr, elle est contre, les sionistes sont pour, et les Nations Unies finissent par adopter ce plan grâce aux efforts des sionistes et des États-Unis. Et aussi, l'Union soviétique s'est prononcée pour. Si, comme on le disait plus tôt, la révolution bolchevique a permis de faire reculer l'antisémitisme, au contraire, la stalinisation l'a plutôt renforcée au fur et à mesure que les acquis de la révolution se perdaient. Les pressions de la bureaucratie soviétique veulent mener à une assimilation forcée des juifs, fermant les écoles juives et les endroits où le yiddish était parlé. C'est aussi une répression politique du sionisme que la direction stalinienne va essayer de gérer par le haut, sans aucun lien avec les réalités sociales des masses juives. Elle décrète une région autonome juive dans la région du Birobidjan.
cette solution territoriale, elle était bien abstraite, aucune histoire, et il n'y existe pratiquement pas de communauté juive. Cet échec, il est lié à une conception bureaucratique de la manière dont on règle la question nationale. Mais ça, en fait, peu importe. Pour la bureaucratie, et de toute façon, à partir de 1938, les dirigeants de cette région autonome, du Birobidjan, se font fusiller sous prétexte de sabotage. Les chefs du Bund le sont aussi d'ailleurs. La terreur stalinienne fait aussi disparaître un certain nombre de personnalités juives. Le fort nombre de dirigeants de l'opposition communiste d'origine juive est un facteur à prendre en compte par ailleurs. Si avant 1947, Moscou ne montre pas trop d'intérêt pour le sionisme, au contraire plutôt de l'hostilité, à partir de la partition, les différents dirigeants partent d'une aspiration, ils parlent d'une aspiration de tous les juifs vers la création d'un État à eux. Reconnaissance de plus en plus de l'idéologie sioniste. En terre de Palestine, il y avait bien un parti communiste palestinien. Il existait depuis 1920 suite à une scission d'un parti sioniste de gauche. Il est reconnu comme la section palestinienne de la Troisième Internationale. Il est le seul parti qui rassemble et arabes et juifs, mais il traverse en fait un certain nombre de crises parce qu'il n'a pas totalement rompu avec le sionisme. D'autant plus qu'il est obligé de suivre la ligne du Kremlin, y compris quand ce dernier critique très peu Hitler par opportunisme pendant la Seconde Guerre mondiale. La politique du Comintern, c'est aussi la course à la respectabilité, mais le plan de confusion interne fait que d'un coup de baguette magique de Moscou, le Parti communiste de Palestine devient le Parti communiste israélien, et ce, avec une scission avec la branche arabe du Parti communiste palestinien, et ce, sans jamais remettre en question le sionisme. Je suis passé un peu rapidement, mais on pourra revenir un peu dans la discussion s'il y a des besoins, quoi. En fait, et l'Holocauste et la dégénérescence des partis ouvriers à cause du stalinisme ont eu des conséquences dramatiques pour le mouvement ouvrier juif. Le Bund, il existe pratiquement plus, même si il s'est particulièrement illustré dans l'insurrection du ghetto de Varsovie en 1944. Pour beaucoup de juifs, marqués par leur propre quasi-extermination en tant que groupe, la seule perspective viable dès lors d'aller en Israël pour fuir d'aller en Israël pour fuir l'antisémitisme, sans forcément être tous des sionistes acharnés. Bien au contraire, dans cette population se trouveront aussi des adversaires du sionisme en Israël même. Dans la course au fait de prendre la place des Britanniques dans le contrôle de la région, une concurrence entre les États-Unis et l'URSS se met en place, de qui Israël sera le gendarme. Les deux puissances ont soutenu la partition de 1948 et à partir de là vont être un appui diplomatique constant. L'URSS se voulait comme la marraine d'Israël, avec les États-Unis comme parrain peut-être, quelle famille. Mais en fait au final c'est les États-Unis qui ont eu le dernier mot en finançant plus, en armant plus et en étant le premier soutien diplomatique d'Israël aux yeux des autres puissances et notamment pour s'opposer aux Arabes. Tout ça, ça a mené à la situation qu'on connaît aujourd'hui. Autrement dit, en fait, nous on pense que le verre était quand même déjà bien dans le fruit dès le début du sionisme. Et je vais laisser la parole à Nico pour la suite. Merci pour le retour historique. Et du coup, on va parler de maintenant, quoi. C'est quoi le sionisme, l'antisémitisme aujourd'hui, depuis la fondation d'Israël, en vérité. Voilà, on va essayer un peu, on va parler notamment du gars qui est au-dessus de moi, là, actuellement. Premier truc à aborder, c'est quand même le fait qu'aujourd'hui, le sionisme en Israël, il est marqué par un expansionnisme, un renforcement de la nature religieuse de l'État et une évolution du sionisme vers la droite. Pour expliquer tout ça, le génocide en cours depuis le 7 octobre, il tend à être l'expression la plus barbare de la politique sioniste. En fait, si Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite sont aujourd'hui effectivement les plus réactionnaires de l'histoire d'Israël, c'est que la politique sioniste menée par l'État israélien depuis 1948, elle en a été le meilleur terreau en vérité. Si à la naissance de l'État d'Israël, les dirigeants sionistes à la tête du pays, ils étaient issus de la gauche, comme on a vu, et liés pour une partie d'entre eux au mouvement ouvrier, le sionisme il est désormais de plus en plus à l'image des gouvernements israéliens depuis 30 ans, c'est-à-dire intégristes, religieux, d'extrême droite, suprémacistes, et qui encouragent la colonisation de pans entiers de la Cisjordanie, qui maintiennent les Gazaouis dans une prison à ciel ouvert, qui aujourd'hui les bombarde allègrement, et ils ont conscience aussi, évidemment, ils ont consciencieusement saboté la création d'un État palestinien prévu par les accords d'Oslo, et ont pour seule perspective en fait la spoliation des terres palestiniennes et une guerre sans fin contre le peuple palestinien.
Et comment ne pas voir que c'est en fait précisément cette politique qui risque aujourd'hui d'exposer les juifs du monde entier au ressentiment et à des actes de vengeance désespérés en retour. Netanyahou, il est à la tête d'un gouvernement d'extrême droite qui a intensifié une politique d'apartheid. Bon, l'exemple qui est assez parlant, c'est en 2018 la loi Israël, État-nation du peuple juif, tout le programme est un peu dans le titre, qui a officialisé un système faisant des Arabes israéliens des citoyens de seconde zone. C'est pour ça qu'on dit que c'est un État d'apartheid. Quant au rythme de la colonisation, il a explosé puisqu'il a augmenté de 42% depuis 2010 en atteignant le chiffre de 700 000 colons sur une population de quelques millions d'habitants, ça fait beaucoup. Il y a aussi un aspect religieux dans le discours de la droite et de l'extrême droite sioniste qui vient légitimer et appuyer encore davantage la politique d'Israël. Donc, le Likoud, le parti de droite de Netanyahou, en fait, c'est un parti de droite qui n'était pas forcément lié aux milieux les plus religieux en fait, à l'origine. Mais il est aujourd'hui plus ou moins influencé par des organisations intégristes d'extrême droite. Et Benyamin Netanyahou, il s'est lui-même jeté allègrement sur le terrain religieux, notamment lors des élections de 2019, pour resserrer autour de lui les rangs de l'extrême droite la plus ultra qu'il a incorporé dans son gouvernement. Quelques exemples, mais c'est l'ancien ministre des Transports Bezalel Smotrich par exemple, qui aujourd'hui est aux finances et ministre délégué de la Défense en même temps, qui a demandé et qui demande en fait, ce qu'il revendique avec son parti, c'est l'imposition de la loi religieuse juive dans l'État d'Israël, ou encore le ministre de l'Éducation Rafi Peretz en 2019 qui avait exprimé son soutien aux thérapies de conversion. Et donc Smotrich, lui, il revendique, celui dont je parlais avant, il revendique fièrement d'être homophobe. C'est pas la nomination d'un ministre homosexuel à la même période dans le gouvernement en 2019 qui allait vraiment contrebalancer. Et donc on voit bien qu'on est bien loin de ce que Tsahal, cette armée progressiste qui fait courageusement flotter le drapeau arc-en-ciel sur les toits des locaux du Hamas, essaye de faire croire. C'est très hypocrite en vérité tout ça. Et donc Smotrich, le politicien dont je parlais juste avant, c'est un suprémaciste juif en fait qui veut organiser la ségrégation, si ce n'est pire, des populations arabes, et il se revendique même fasciste, tout comme s'en revendiquaient les militants de l'Irgun, qui était la branche terroriste sioniste d'extrême droite dans les années 40, dont la continuité historique est aujourd'hui Tsahal. À l'époque, en fait, s'inspirer de régimes antisémites ne les embêtait finalement pas tant que ça, dans la mesure où c'était eux-mêmes pour faire triompher leurs projets racistes. Le ministre des Finances, donc Smotrich, il a récemment affirmé sinon que les Palestiniens n'existent pas et parce que le peuple palestinien n'existait pas. Bon voilà, vous voyez un peu la tendance quand même. Benyamin Netanyahou, en fait, donc ça c'est l'extrême droite en fait qui dit ça. Mais Benyamin Netanyahou, lui-même, il va sur ce terrain de la religion après le 7 octobre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de sa petite phrase sur le peuple des ténèbres contre le peuple de la lumière, qui est une référence à la prophétie d'Isaïe. En fait, le livre d'Isaïe, c'est un des livres prophétiques les plus importants de l'Ancien Testament. Elle couvre notamment, donc les prophéties couvrent notamment des prophéties messianiques qui annoncent la venue d'un Messie. Et donc on a un discours messianique du Premier ministre israélien qui est évidemment inquiétant. C'est une tournure extrémiste en fait de son discours. Il va clairement sur un terrain religieux qui était quand même davantage l'apanage des sortes de fascistes religieux qu'il y avait en Israël avant, du parti sioniste religieux notamment qui était le parti de Smotrich. Enfin, l'État sioniste d'Israël, c'est aussi un État militaire qui se sert de son état de guerre permanent pour opprimer sa propre population. Bon, Israël est en guerre permanente depuis 1948, il y a plein d'exemples que vous connaissez sans doute et dont on a beaucoup parlé depuis un an. D'un point de vue militaire, c'est un état très développé, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a un rapport entre la croissance économique et le budget qui est mis dans l'industrie militaire qui est très élevé, puisque en 2010 par exemple, c'était 6,3% du PIB d'Israël qui était mis dans la défense, qui est plus que le budget que la proportion du budget des États-Unis, ce qui donne un ordre d'idée quand même du poids de ça. Et donc Tsahal, c'est une armée qui encadre véritablement les Israéliens. En 2010, Tsahal comprend en plus des forces terrestres, de l'armée de l'air, de la marine, des services secrets, voilà, plein de services, donc il y a le service militaire qui dure pour les femmes 2 ans et pour les hommes 3 ans, ce qui est très long. Surtout rapporté à une population totale donc, de 7,5 millions d'habitants en 2010, l'armée compte 200 000 soldats et 450 000 réservistes. Et donc l'armée, elle joue un rôle particulièrement central en Israël par l'importance de la situation géostratégique du pays qui a connu une dizaine de guerres en 60 ans. Et les leaders politiques de plein de partis sont majoritairement d'anciens cadres de l'armée. En fait, je vais juste lire un bout de la page Wikipédia sur le service militaire israélien qui explique juste tout simplement que l'armée elle est considérée comme un passage essentiel à l'intégration au point de constituer le creuset de la nation. C'est vraiment l'agent d'intégration par excellence. Le service militaire, c'est une expérience autant culturelle que nationale, mais également personnelle, au sens où il marque un passage vers la vie adulte très marquant, et il est l'occasion également d'un apprentissage de l'histoire nationale. Voilà, bon, nous on râle sur le SNU, mais en Israël, vous voyez bien le problème que ça pose, multiplié par 15. Et au sein de la population israélienne, pourtant, le soutien sioniste, du coup, il mène toujours plus loin dans l'oppression du peuple palestinien. Ça, c'est une chose, et on le voit particulièrement en ce moment. Mais c'est aussi, en retour, un piège pour la population israélienne même. Elle est jamais libre.
vous voyez bien le niveau d'encadrement de l'armée, elle n'est jamais elle-même en sécurité, et donc vous voyez aussi la phrase de Marx qui dit qu'un peuple ne peut pas être libre quand il en opprime un autre, c'est vraiment ça, l'État d'Israël, et c'est vraiment l'illustration de cette petite phrase. Pour autant, on pense quand même que le fossé de sang, c'est pas une fatalité, à condition qu'effectivement, on sorte de cette logique de nécessité d'un État sioniste, de nécessité d'un État d'Israël, et d'affirmer que la réponse la plus à même de répondre aux aspirations des peuples du Proche et du Moyen-Orient, qu'ils soient juifs, arabes, musulmans et tout ce que vous voulez, c'est bien la question d'État socialiste, d'une fédération de ces États, en refusant le découpage communautaire que les impérialistes ont toujours imposé. Et donc, le souci qu'on a aujourd'hui aussi quand même avec le sionisme, c'est que le sionisme, c'est un peu une fabrique à antisémitisme en vérité. Le souci que pose la politique sioniste par dérivation, au-delà de l'oppression des Palestiniens et de la propre population israélienne, c'est comment c'est devenu un moteur, pas le seul, mais un des moteurs à l'antisémitisme et à sa prolifération aujourd'hui. On peut guère avoir de doute quant au fait qu'il y a eu une recrudescence d'actes antisémites depuis le 7 octobre 2023 en France, même si les chiffres manquent de fiabilité. Nous on ne croit pas forcément tout ce que raconte l'État, puisqu'on est pour l'indépendance de classe, mais quand même, l'antisémitisme, en fait, il n'a jamais disparu en France, malgré la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, ce que beaucoup ont quand même préféré à oublier. Et depuis la fin des années 80, il y avait d'abord les petites phrases de Le Pen, sur les chambres à gaz, le détail de l'histoire, etc., qui ont mis en lumière la possibilité d'exploiter encore ce terreau, parce qu'évidemment, ce n'était pas des dérapages incontrôlés de Le Pen, mais c'était une tactique pas tellement cachée par ailleurs. Plus récemment, donc il y a la question du meurtre d'Ilan Halimi dans les années 2000, des tueries dans les écoles juives à Toulouse en 2012, oui c'est ça, avec l'affaire Mera, la tuerie de l'hypercacher en 2015, des dégradations de sépultures, l'essor de courants complotistes, et puis aussi ce qu'on peut connaître un petit peu, mais le succès des vidéos de Soral et des spectacles de Dieudonné, et puis des propos antisémites récurrents au travail par exemple, c'est une recrudescence de l'antisémitisme qui est à prendre au sérieux. Il s'exprime principalement parmi nos collègues ou nos voisins, et ce phénomène il touche toute l'Europe, de manière très virulente en Hongrie par exemple, et c'est loin d'être l'apanage des musulmans ou supposé tel. Il concerne des milieux divers. Les classes dirigeantes par ailleurs elles ont quand même une responsabilité notable, puisque comme on l'a vu, l'antisémitisme il se nourrit de la politique pro-sioniste des principales puissances, on va développer sur ça après, pardon. L'État français en soutenant l'État d'Israël, en réprimant la solidarité avec la Palestine, il nourrit les amalgames entre les juifs et les sionistes. L'antisémitisme, il est répandu dans la société, dans toutes les classes, y compris dans une frange des classes populaires, mais bien évidemment pas uniquement dans les milieux populaires issus de l'immigration maghrébine ou arabe, comme ce que dit la droite et l'extrême droite actuellement, en pointant que c'est l'unique problème quasiment. Il y a une aggravation de la crise, de la précarité, du chômage, qui offre un terrain propice à la renaissance d'un antisémitisme, comme dérivatif de la colère sociale, la citation de Bebel sur c'est le socialisme des imbéciles. Le recul du mouvement ouvrier, la faiblesse relative des révolutionnaires, ça laisse un espace aux Dieudonné, aux Soral, qui ont cherché à s'adresser aux franges populaires, en particulier à celles qui subissent l'islamophobie, avec un discours soi-disant anti-système, mais qu'en fait est clairement antisémite, homophobe et nationaliste. Valls, en fait, Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, il a d'ailleurs facilité la tâche en faisant de Dieudonné à l'époque un martyr, en interdisant ses spectacles, etc. Et ça a renforcé toute cette tendance. Certains courants politiques parlent, cela dit, en retour de philosémitisme d'État. C'est un vrai souci de parler de ça. Alors qu'est-ce que c'est le philosémitisme d'État? C'est de théoriser quand même que, en gros, l'État est complaisant avec les juifs, avec la religion juive, particulièrement l'État en France. Bon, c'est un truc qui nous pose quand même problème parce que c'est un truc qui conduit à relativiser la lutte contre l'antisémitisme actuel. Cette expression, elle flatte des préjugés antisémites déjà, et puis en plus, je sais pas, mais ça oublie un peu l'essentiel, c'est qu'un État, il n'est pas au service ou lié à vie par le sang à une religion, surtout pas les juifs d'ailleurs, qui ont été opprimés pendant tout le XXe siècle, mais il est bien au service d'une classe et d'un ordre impérialiste, quoi. Et c'est sur ce terrain-là qu'on doit répondre et pas sur celui des préjugés antisémites. D'un autre côté, je vais passer un petit peu de quelques exemples concrets que j'avais cités, mais d'un autre côté, on a un phénomène de droitisation et de communautarisation des Juifs de France qui s'est accentué d'année en année et qui est aggravé par l'intense activité menée parmi eux par des organisations qui travaillent en étroite collaboration avec les autorités israéliennes. L'exemple le plus parlant, c'est le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Il y a une idée un peu pareil des milieux Soral, Dieudonné, qui dit que le CRIF fait du lobby pro-israélien. Bon, ça c'est quand même un peu une connerie aussi. En vérité, le CRIF il représente les intérêts d'Israël en France, les intérêts politiques de ceux qui dirigent l'État d'Israël, et la France, comme elle soutient Israël, elle a intérêt à soutenir aussi le CRIF en tant que relais de sa politique. Mais c'est pas le CRIF qui représente objectivement tous les Juifs de France, malgré ce qu'il autoproclame à longueur de dîners qu'il organise chaque année.
c'est en fait le même débat finalement qu'il y a sur est-ce que l'État israélien il représente tous les juifs. Avec l'aggravation de la politique sioniste qui s'apparente sur les bords de plus en plus à de l'extrémisme religieux, et avec nos gouvernements français qui, pour leurs intérêts impérialistes, tendent l'oreille et donnent la parole au relais d'Israël, du Likoud et compagnie, c'est hélas un terreau supplémentaire à l'antisémitisme. La mise en avant du CRI, voilà, bon, ça pose plein de soucis, et même récemment, il y avait une journée émission spéciale anniversaire des attaques du 7 octobre sur BFM, avec un live toute la journée depuis Israël, comme si de rien n'était, ce qui renforce aussi évidemment des préjugés, des raisonnements rapides et faux qui tombent dans l'antisémitisme et qui posent tout un tas de problèmes. Parce que ces raisonnements, ils ne se posent pas sur un terrain de classe et sur le terrain des rapports impérialistes. Le jour où l'impérialisme n'aura plus besoin d'Israël, les Juifs ils pourraient à nouveau se retrouver comme bouc émissaire. Et en cas de crise sociale d'ampleur, le recours à l'antisémitisme peut être tout à fait employé par des organisations fascisantes. Il n'y a aucun raisonnement schématique qui fait qu'un État bourgeois est automatiquement complaisant avec ce qu'on appelle les Juifs, sans préciser quels intérêts ils défendent et quelle position sociale occupent ces fameux Juifs représentatifs comme le CRIF. Enfin, sur la question de l'antisémitisme qui est fabriqué par Israël et le sionisme, il y a nous. Ça peut paraître paradoxal que les défenseurs, souvent autoproclamés des juifs, s'en prennent à une partie de la gauche et plus particulièrement à l'extrême gauche, puisque justement, la gauche, l'extrême gauche, a quand même relativement été à la pointe de la lutte contre l'antisémitisme en France, en s'opposant aux oppressions racistes, religieuses et colonialistes, ce qui inclut donc l'oppression des Palestiniens aujourd'hui. Mais le paradoxe, il est qu'apparent, puisqu'il s'agit moins en vérité de combattre l'antisémitisme, puisque, spoiler alerte, nous ne sommes pas antisémites, que de justifier le colonialisme d'Israël en disqualifiant par avance comme raciste toute critique radicale à l'encontre de la politique d'oppression des Palestiniens. Il faut donc rappeler que tout d'abord que dès le début du XXe siècle, un demi-siècle avant la création de l'État d'Israël, le mouvement ouvrier socialiste puis communiste il s'opposait déjà sans équivoque à l'idéologie sioniste naissante, tout en aidant dans le même temps les masses juives d'Europe centrale et orientale à s'organiser dans des groupes d'autodéfense contre les pogroms. Alors est-ce que tous ces gens-là ils sont antisémites ? Évidemment que non. De la même manière, les militants résistants juifs, majoritairement antisionistes, qui appartenaient au Bund ou au Parti communiste et qui se sont illustrés pendant l'insurrection du ghetto de Varsovie au printemps 1943, ils n'étaient pas antisémites, on s'en doute bien. Plus absurde encore, dans le monde aujourd'hui, il y a des juifs qui manifestent contre la politique de l'État d'Israël. Aux États-Unis, il y a le mouvement Jewish Voice for Peace, donc voix juive pour la paix, pour la traduction, qui a manifesté à plusieurs reprises avec le slogan « Pas en notre nom », un peu comme ce qu'on disait en France au nom de notre impérialisme, ou en France, on a par exemple l'Union juive française pour la paix, qui existe et qui défend un petit peu des positions similaires. En Israël aussi, il y a des personnes qui résistent au discours sioniste, et ceux-là même sont en Israël accusés d'être antisémites alors que juifs. On le voit bien, ce faux débat il vise qu'à imposer le silence à celles et ceux qui dénoncent les massacres à Gaza et le soutien de l'impérialisme, notamment français, à l'État d'Israël. L'impérialisme il se moque du sort des populations palestiniennes comme israéliennes et il considère Israël comme un point d'appui au Moyen-Orient. C'est son bras armé pour faire régner son ordre en fait, mais en stigmatisant ceux qui manifestent pour la Palestine, le gouvernement français il encourage en réalité la montée de l'antisémitisme et la solidarité avec des juifs israéliens qui critiquent Israël, c'est sans doute du coup encore de l'antisémitisme comme ils aiment bien le dire. L'assimilation entre antisionisme, c'est-à-dire notre position qui est un positionnement politique, et l'antisémitisme qui est un poison raciste, il date pas d'hier. C'est un amalgame qui alimente l'antisémitisme et qui représente une forme de racisme par essentialisation, en réduisant les juifs au seul soutien à la politique israélienne et en considérant que l'État d'Israël parle au nom des juifs du monde entier, même s'ils ne sont pas d'accord avec la politique menée par Netanyahou. En fait, quelle que soit l'importance réelle de l'antisémitisme ou la part d'exagération qui naît de la peur de la peur de l'antisémitisme, il est évident qu'il faut combattre et ça doit rester plus que jamais une préoccupation pour nous, à condition de évidemment pas se tromper de cible. Quelles armes on a aujourd'hui pour combattre le sionisme et l'antisémitisme ? Alors, c'est pour finir. Déjà, combattre le sionisme, c'est ce qu'on fait quotidiennement désormais, avec tout notre militantisme sur la question palestinienne, avec un discours délimité qui va sur le terrain de la lutte des classes, qui pose le problème de l'oppression des Palestiniens par Israël, aussi sur un terrain social. La façon la plus efficace de combattre le sionisme, c'est bien de soutenir les Palestiniens, d'évidemment dire qu'ils doivent résister et pouvoir vivre sans oppression, et de dénoncer le rôle de nos États impérialistes préférés, à commencer par le nôtre, pour remettre Israël à sa place. Et sa place, en fait, c'est celle d'un État raciste, d'apartheid, c'est vrai, que certains voudraient théologique, mais qui agit au nom d'immenses intérêts impérialistes, à commencer par celui des États-Unis et de la France. Et en ce sens, toutes les personnes qui, en Israël, s'attaquent aussi à cet État, comme les refusniks par exemple, donc les jeunes qui refusent de faire le service militaire, on en a parlé l'année dernière, et qui refusent donc d'aller tuer des Palestiniens, ils méritent évidemment tout notre soutien. Et pour ce qui est de lutter contre l'antisémitisme, je vais commencer avec un petit exemple en 2019.
Dans une manif Gilets jaunes, il y avait eu une agression verbale contre Alain Finkielkraut pendant une manif du samedi. Et à l'époque, on avait sorti un communiqué du NPA qui était pas trop mal, parce que, évidemment, si on met bout à bout les insultes qui ont été proférées, bon, il y a Bartois, sale sioniste de merde, ça encore pourquoi pas, mais ensuite, il y avait des manifestants qui l'avaient donc dit rentre chez toi en Israël, et la France, elle est à nous. Bon, là, on voit bien tout le problème des insultes qui ont été proférées, qui étaient évidemment antisémites. Ces membres de groupuscules d'extrême droite, qui soient d'extrême droite, Le Pen, RN, antisémites et compagnie, ou que ce soit de militants salafistes, bon, c'est ce que disait la presse, qu'importe en fait, cette haine pour nous, elle avait rien à faire dans les luttes sociales et elle doit être clairement combattue. C'est pas parce que Finkielkraut, c'est un ennemi de classe qui mérite de s'étouffer avec ce qu'il vomit de réactionnaire et de sexiste qu'on ne doit pas bien choisir sur quoi l'attaquer. L'exemple est bien évident, c'est un peu gros, hein, là, voilà, vous voyez un peu le truc, et j'enfonce une porte ouverte, mais c'est aussi dire que le gouvernement à l'époque, il s'est servi des insultes contre Finkielkraut pour salir tout un mouvement social, celui des Gilets jaunes, qui quand même regroupait bien plus que l'extrême droite antisémite, je pense qu'on s'en souvient. C'est parce que la lutte contre l'antisémitisme, elle est beaucoup trop importante pour être laissée aux opérations de récupération diverses et variées, qu'à l'époque le NPA ne s'était pas associé aux voix du gouvernement, qui étaient des pompiers pyromanes, hein, ou même de la gauche à critique d'Israël et de la droite, qui sont très hypocrites et dangereux comme discours. Pour combattre l'antisémitisme, en fait, il faut aussi combattre le fait que tout juif devrait être solidaire d'Israël, voire de sa politique, simplement parce qu'il est juif. Faut-il rappeler que bien des juifs non seulement n'ont pas envie d'être solidaires de Netanyahou, mais qu'ils peuvent voir dans la création d'Israël une impasse tragique, non seulement pour les Palestiniens, mais aussi pour eux-mêmes, c'est ce qu'on a vu. Parce que finalement, le bilan du sionisme, censé les protéger de l'antisémitisme, c'est ça l'argument qui justifie encore aujourd'hui l'existence d'Israël, c'est quand même d'avoir fait d'Israël aujourd'hui l'endroit le plus dangereux du monde pour les juifs. C'est un triste bilan qui n'est jamais évidemment discuté par les dirigeants des grandes puissances. On combattra l'antisémitisme en ôtant aux antisémites le prétexte de la défense du peuple palestinien pour exalter leur haine aussi. Cela veut dire reconnaître sans aucune ambiguïté le droit pour les Palestiniens un État viable et indépendant, mais on combattra également l'antisémitisme en allant à la racine du mal. L'influence de l'extrême droite lepéniste, ou dans une moindre mesure de l'extrême droite religieuse en France, elle prospère d'autant mieux que le chômage, l'exclusion, l'injustice sociale y prolifèrent sans autre perspective. Tout ce qui contribue à dresser les travailleurs et les travailleuses les plus démunis et les uns contre les autres, au nom d'un communautarisme ou d'un autre mot, ça peut que conduire à une situation de plus en plus invivable pour les juifs, pour les arabes et finalement pour tous les autres au Moyen-Orient et ailleurs. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand le patronat et ses politiciens paraissent hors d'atteinte, certains travailleurs sont tentés de faire de leurs voisins un bouc émissaire. C'est aussi dans les luttes sociales, surtout quand elles sont victorieuses, que nos arguments antiracistes ils peuvent gagner en force. Mais cela veut dire aussi défendre dès maintenant et de manière claire, sans aucune ambiguïté, notre antiracisme sur une base de classe. Assez loin du fossé de sang qui s'est creusé depuis 1848 entre Israéliens et Palestiniens, le mouvement ouvrier au début du XXe siècle, il a vraiment su répondre au problème de la division de la classe ouvrière et du racisme, y compris de l'antisémitisme, surtout les bolcheviks, comme on l'a vu dans la première partie. Et c'est sur le terrain des luttes ouvrières contre l'exploitation et toutes les formes d'oppression, du communisme et de l'internationalisme, que l'on pourra combattre de manière conséquente toutes les formes de racisme, dont l'antisémitisme.